Bonsoir Arnaud Champremier-Trégano. Bonsoir. Merci d'être fidèle à notre rendez-vous. Vous êtes directeur de l'agence Mediascope, ancien directeur de la communication de Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir Bastien Millot. Bonsoir. Président du groupe Big Malion. Vous êtes prof de communication politique à Sciences Po et ancien directeur de cabinet de Jean-François Copé. Voilà, le décor est planté. Un petit mot quand même sur le couac d'aujourd'hui, sur le budget. Les écologistes en furie. Encore une fois, les écologistes... Mais vous croyez que c'est vraiment un couac ? Moi, je pense que c'est un vrai test de courage politique pour les Verts. Soit ils sont cohérents avec leurs idées, ils n'ont plus rien à faire dans ce gouvernement, ils claquent la porte, ils en font un acte politique fort de cette rentrée qui peut aussi lancer leur campagne pour les élections européennes, parce que c'est quand même une élection où normalement ils doivent faire un bon score. Soit une fois de plus, on voit qu'ils sont prêts à avaler toutes les couleurs et que rester au gouvernement, c'est parce que la soupe est bonne et que finalement avoir 2 ministères, c'est mieux que rien. Donc ça va être un vrai test. On va voir le tempérament d'Europe Écologie Les Verts et des 2 ministres du gouvernement. Alors Michel Sapin disait mais non, c'est pas réglé, on va encore discuter. C'est enterré et archi enterré en tout cas. Non, c'est vraiment 2 stratégies qui s'affrontent. Et c'est intéressant parce que ceux qui râlent évidemment sont ceux qui sont dehors et qui ne pensent qu'aux européennes en se disant on va pas se ramasser aux européennes et si on reste dans le gouvernement, on ne pourra pas trouver notre place au moment des européennes. Et puis ceux qui sont au gouvernement, enfin les 2 qui y sont... Pascal Canfin a protesté ce soir en disant on n'était pas au courant, on n'a pas été informé du fait que la taxe sur le diesel ne serait pas adoptée. Pascal Canfin, il ne pèse pas aujourd'hui s'il n'est pas dans le d'accord, parti. pourquoi on lui applique pas la jurisprudence bateau ou non à faire la bascule. Et donc c'est là que ça va se définir. Et ça se joue là. C'est à cette rentrée-là qu'il faut qu'il voit s'il y reste durablement ou si effectivement il joue la sortie. Parce que s'il reste ce coup-ci, qu'ils se fassent les 3 ans d'affilée, quoi. C'est bon, quoi. Ils y sont. C'est là l'occasion pour eux de sortir. Et il y a une vraie confrontation chez eux de stratégie en vue des élections à venir. Mais quand même, le gouvernement a intérêt à les garder ou pas ? Ils ont intérêt à avoir des écologistes au gouvernement, ça c'est clair. Mais en même temps, il y a ce que j'appelle la jurisprudence bateau. C'est-à-dire quand on dit qu'on est contre un projet de budget, j'ai cru comprendre, c'était avant l'été, c'est vrai, mais que dans ces cas-là, on sortait du gouvernement et on sortait même avec perte et fracas. Et c'est là, 3e ou 4e fois que Pascal Canfin dit qu'il n'est pas d'accord ou qu'il apprend quelque chose ou que ça le dérange. Mais si ça le dérange vraiment, qu'il sorte et qu'il aille se présenter aux élections européennes. Mais là, pour le coup, la sortie de bateau n'était pas difficile de la part du gouvernement parce qu'elle représentait qu'elle-même, alors que la sortie des Verts, c'est une vraie composante de la nouvelle gauche plurielle et ça veut dire que les socialistes se retrouvent vraiment seuls. seuls. Retenir. Oui, il a tout intérêt, lui, à les garder au plus longtemps. Mais taxer le diesel, ça veut dire augmenter encore les impôts. Et ça, c'est pas possible. Ça, on a dit aujourd'hui, c'est plus possible. La rentrée, c'est le moins 10 ans fiscal. Donc là, il faut vraiment faire attention. Bon, on va suivre ce feuilleton avec vous. Avec délectation. On aura d'autres occasions d'en parler, c'est évident. On va écouter Jean-Marc Ayrault cet après-midi sur le dossier syrien à l'Assemblée nationale. François Hollande a fait preuve de patience, de pédagogie, de clarté, de détermination. La France a permis que les choses bougent sur le plan diplomatique. La France a pris une initiative au Conseil de sécurité, dans le cadre des Nations Unies. Ce que nous voulons, c'est des actes concrets. Patient, pédagogue, déterminé, c'est ce que vous avez compris de François Hollande sur la crise syrienne ? Non, c'est la petite musique que nous chante le gouvernement d'ailleurs. Alors on entend que la France a joué un rôle parce que la détermination de François Hollande a fait trembler le monde entier et que tout s'est mis en mouvement autour de ça. On entend ça en France du côté du gouvernement, on n'entend ça qu'en France. C'est-à-dire qu'à l'étranger, rien, pas un mot. C'est-à-dire tout s'est joué entre les États-Unis et la Russie, qu'on trouvait un accord ensemble, et on est quand même effaré. Alors là, il y a un vrai travail pédagogique de communication, de réussir à faire vendre ce qui est quand même un vrai flop de la diplomatie française, qui va à l'encontre de la tradition française qui a toujours été de ne pas saigner sur les États-Unis, alors que là, on est les premiers à courir avant l'Angleterre. C'est de s'allier aux Russes, la diplomatie française ? Non, c'est la 3e voie, c'est cette 3e voie particulière, justement, qui avait bien incarné Jacques Chirac, les gaullistes, Mitterrand en son temps. Donc c'est cette 3e voie qu'on attendait de la France. Donc là, il y a un changement de stratégie et on essaie de nous vendre que c'est cette fermeté de Hollande qui a fait tout changer. Il n'y a que le gouvernement qui en parle. En gros, ce sont des séquences de communication qui s'enchaînent et elles n'ont pas été très réussies. La première, c'était de montrer une très grande fermeté, de dire la France sera aux avant-postes. Vous voyez, on a réussi au Mali, on a voulu réinstaller la démocratie, et bien on va faire pareil en Syrie. Évidemment. Donc c'était un Hollande chef de guerre qui nous revenait tout gonflé à la rentrée. Résultat, eh bien, la montagne a accouché d'une souris. Tout le monde a compris que les opinions publiques étaient contre cette intervention. Ça n'a fait d'ailleurs que progresser en regardant les atermoiements des gouvernements. Résultat, pour ne pas donner l'impression qu'on s'est complètement retiré du jeu, on fait des initiatives diplomatiques. Alors c'est très bien parce que le ministre des Affaires étrangères a expliqué ça de manière pédagogue, avec force, etc. Et il y avait quand même un certain poids de la France. Mais pour l'opinion,
En gros, on a reculé. Il faut appeler un chat, ne pas intervenir alors qu'on a dit que c'était impensable, qu'il fallait mettre un terme à ce On a toujours dit régime. que c'était impossible d'intervenir seul. Exactement. Aussi, hein. Mais encore une fois, Oui, mais- la France qui avait été celle qui prenait l'initiative, aujourd'hui se retrouve un peu isolée. Et en termes d'image pour François Hollande, chef de guerre, qui était une posture qui lui réussissait plutôt avant l'été, on ne peut pas dire que ce soit une réussite. Il ne faut pas oublier le mot qui sera retenu de cette séquence-là, c'est la punition. La punition que Hollande a voulu infliger. Or, si on relit Dolto, on sait qu'on ne menace pas un enfant de punition Françoise Dolto, la psychanalyste. sans passer à la punition de l'enfant. Et donc là, toute la menace de la punition sans la punition, c'est le discrédit de celui qui menace. Et donc on est face à ça. Mais François Hollande, Bastien l'a bien dit, il a voulu rejouer le Mali. Qui Oui, pour ça avait lui, bien réussi la en termes de belle séquence, popularité. voilà, c'était le seul moment où la popularité s'est envolée. Et puis le plus beau jour de sa vie, si on le cite, à Bamako. Alors à droite, c'est pas glorieux non plus. C'est Vous comme aimez bien ça. quand on rhabille comme ça. Bah, tout le oui, monde. oui, bah, c'est ça, ça fait partie. On va écouter Bruno Le Maire. Il réagissait ce matin à cette petite phrase de François Fillon. Alors certains ont dit une boutade, d'autres ont dit toute une stratégie. Écoutons Bruno Le Maire et essayons d'y voir clair. C'est un mauvais débat d'abord parce que ça remet systématiquement le Front National au centre du jeu. Je ne mettrai jamais mon bulletin dans une urne pour un candidat du Front National. Jamais. Alors, quand François Fillon dit il faut voter pour le moins sectaire entre le Front National et le Parti Socialiste, est-ce que c'est une bourde? Est-ce que c'est une stratégie? Moi, je suis tenté de penser qu'il y a quand même un peu de stratégie, parce que je me dis que c'est pas possible qu'il aille jusque-là dans les bourdes, même si il nous a quand même fait une démonstration d'erreur de communication cet été en posant devant son manoir dans Paris Match, qui en période de crise était quand même un tableau extraordinaire. Je pense que quand même il y a un peu de professionnalisme. Pourquoi il aurait fait ça? Il fait ça parce qu'il est toujours dans la bataille interne de l'UMP. Et on sait très bien que si chez les électeurs UMP, l'alliance avec le Front National est toujours hors de propos, chez les militants UMP, qui ont une vraie envie de reprendre ici la région, là la mairie, là le conseil général, l'alliance, elle est d'actualité et elle est assez majoritaire. Donc je pense que c'est davantage un message lancé aux militants UMP et que pour lui, il n'a pas fait le deuil de cette séquence qu'on a tant et tant commentée sur ce plateau, qui était le duel entre Copé et Fillon. Pour moi, c'est la confirmation de la bataille qui s'annonce entre Fillon et Sarkozy. En gros, l'enjeu, c'est quoi? C'est de dire je veux être le meilleur champion de la droite. Et Fillon a compris que les militants UMP dont parlait Arnaud, comme si d'ailleurs il était familier des militants UMP. C'est parce que je vous fréquente beaucoup sur les Exactement, plateaux. c'était un vrai progrès depuis l'année dernière. En gros, ces militants UMP ont une position sur le Front National qui n'est pas du tout la même que celle des dirigeants de l'UMP. Et Fillon, avec cette espèce de ballon d'essai, puisqu'on peut peut-être le définir comme ça, c'est pas une erreur de communication et c'est pas forcément non plus une stratégie. La preuve, ces lieutenants étaient eux-mêmes perdus. On a vu que François Baroin avait mal réagi parce que lui, il en avait fait un de ses marqueurs. Donc évidemment, la stratégie d'alliance autour de Fillon en prenait un coup. D'autres ont expliqué que François Fillon n'avait rien à voir avec ça. Et sur le fond, c'est la bataille pour le leadership à droite en vue des présidentielles qui se joue sur cette question. Et encore une fois, ce qui est dangereux, c'est que c'est toujours le Front National qui met de la danse pour définir quelle est la ligne de la droite. Et ça, tant que la droite n'est pas au clair avec ses idées et au clair avec cette question du Front National, ça risque d'empoisonner longtemps. Juste un mot sur la communication. Il fait cette petite phrase. Peut-être qu'elle est un peu involontaire, mais il décide de ne pas la rectifier, et donc là, ça devient une stratégie. Oui, c'est pour ça que je parle d'une sorte de test. En gros, il veut voir comment ça réagit, comment réagit évidemment la classe politique, donc qui se fait taper dessus à fond par la gauche, mais il veut surtout voir comment réagissent les sympathisants UMP et comment ça va prendre dans les enquêtes C'est la d'opinion. stratégie du fumigène qu'a beaucoup utilisé Nicolas Sarkozy. C'est c'était le droit de vote des immigrés, c'est Ouais. je lance une thématique, j'en parlerai plus jamais, mais ça restera comme un marqueur et y compris ça permettra de cristalliser certains qui étaient d'accord. Merci beaucoup. Merci.